Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Cette chaîne raconte l'histoire de deux amis qui, un soir autour d'un feu de camp, se sont lancés le défi de parcourir plus de 35 000 km en moto, de descendre jusqu'en Argentine, terre de feu, Ushuaia, la ville la plus au sud des Amériques. Nous sommes Michel et Bernard et bienvenue dans Deux Amigos en moto. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'Équateur étant maintenant derrière nous, nous entamons ce nouveau pays avec beaucoup d'enthousiasme. Ce qui s'annonce ici sera tout simplement démesuré. Les dénivelés seront brutaux, l'air manquera cruellement pour nos motos, mais les paysages, eux, seront à couper le souffle. Et c'est exactement pour ça qu'on est là, pour la liberté absolue, la débrouillardise et la vraie complicité entre amis. Bienvenue au Pérou. Le réseau routier du Pérou est structuré autour de trois grands axes nord-sud, chacun traversant une région géographique bien distincte, comme trois décors de cinéma. Celle qui nous intéresse particulièrement, c'est l'axe de la cordillère des Andes. C'est l'axe de la montagne. Sur plus de 3500 km, ce tracé spectaculaire serpente au cœur des sommets, reliant des cols d'altitude vertigineux à de fertiles vallées. Entre autres, c'est la route qui permet de vivre l'expérience des cordillères Blanca et Negra. Moins rapide que la côte, elle offre un voyage hors du temps à travers des pics enneigés, des plaines sauvages et des cités coloniales. C'est la route historique de l'Empire Inca, connectant aujourd'hui des joyaux culturels majeurs et qui, nous l'espérons, nous mènera vers Cusco, nous permettant de rejoindre le fameux Machu Picchu. Cette piste a également l'avantage de terminer sa course sur la Bolivie, notre prochaine étape. Rouler au milieu de l'histoire sur des pistes Inca isolées, affronter la roche, la poussière des altitudes de plus de 4700 mètres, autour de 16 000 pieds, des températures avoisinant les 0 degrés Celsius et le manque d'oxygène pour nos motos et pour nous sera tout un défi. Mais l'aventure se poursuit. On avait hâte d'y être, on vous embarque avec nous. Après 40 km, un obstacle se dresse devant nous. Aucune indication, aucun avertissement. La journée avait pourtant bien démarré. Mon choix est vite fait. Le risque d'un faux pas et de chute n'est pas impossible et la force du courant ne le pardonnerait pas. Mais Michel hésite. Il entrevoit des possibilités. Il réfléchit longuement. Il se trouve que les 40 km que nous venons de parcourir le long du Rio devront être broussés, puis refaits de l'autre côté de la rive. Mais avant, nous devrons nous ravitailler en essence en espérant trouver, ce qui n'est pas sûr. Au final, nous avons sagement choisi de ne pas prendre ce risque. Pourtant, en tombant plus tard sur des vidéos YouTube de voitures et de motos réussissant la traversée, nous nous sommes demandé si nous aurions dû tenter le coup. C'est ce pont-là qu'on a reviré de bord tantôt, parce qu'il y avait du courant, puis que j'ai essayé de monter des planches et de les mettre sur le long. Au cœur des Andes péruviennes, le canyon del Pato s'ouvre devant nous comme une impressionnante entaille sculptée par le fleuve Santa. Notre itinéraire nous mène vers le nord, au cœur d'une vallée étroite où convergent les cordillères noires et blanches. En roulant au milieu de ces parois de roches arides, nous ressentons pleinement l'immensité de ce paysage minéral qui s'étire sur des dizaines de kilomètres. La piste sur laquelle nous progressons est chargée d'histoire. Entamée en 1952, cette route traverse la Cordillère Noire pour basculer vers l'océan Pacifique. À l'origine, simple chemin de terre battue, l'axe est devenu une voie de communication majeure, abritant une centrale hydroélectrique et une ligne de chemin de fer serpentant à travers de 35 à 46 tunnels creusés à même la falaise.
Aujourd'hui, nous devinons encore les cicatrices de ce passé, vestiges d'un réseau ferroviaire détruit par le terrible séisme de 1970. En passant d'un tunnel à l'autre, les galeries de roches s'enchaînent sous nos roues et imposent à notre progression un rythme unique. C'est un tracé où l'usage du klaxon est obligatoire à chaque angle mort pour signaler notre présence. Cette traversée s'impose comme l'un des moments forts de notre voyage, une aventure hors du commun entre relief vertigineux et histoire locale. Notre hôtel est comme dans le coin là. C'est la place centrale comme on les aime, plein de commerces tout alentour. Fait que c'est notre chez nous. Ou encore les décorations de Noël. Ce matin, une nouvelle piste nous attend. Nous nous engageons dans un canyon étroit. Le chemin grimpe à flanc de falaise pendant plus de 30 km. Nous passons le poste de contrôle du parc. L'altitude augmente à nouveau. On est au bout de la route pour la Laguna Perón. Il y a un petit 5 minutes de marche pour aller voir la Laguna. On arrive à la Laguna Perón, 4200 mètres. Avec les sommets enneigés, je ne sais pas si vous les voyez au fond là-bas, je vais zoomer. Avec des sommets enneigés, je pense qu'à droite, c'est un glacier. Nous devons quitter ce joyeux naturel pour poursuivre. Un mur géant se dressera plus tard devant nous. Nous devrons le franchir par le col de Portacuelo sur la mythique route 106, dans le parc national de Huascarán. Mais avant d'attaquer la montagne, tout commence en bas, dans la vallée. C'est ici que se produit une scène surréaliste et difficile à comprendre sur le coup. Une petite famille nous rejoint et nous demande de nous prendre en photo. Ils veulent poser avec nous, avec nos motos, et la séance n'en finit plus. Des Argentins ou des Chiliens, on ne sait pas trop. Mais l'échange est immédiat. C'est une expérience un peu troublante de se retrouver ainsi au centre de l'attention en plein milieu de nulle part, mais c'est un moment profondément joyeux. Nous poursuivons notre route. C'est maintenant l'heure d'attaquer la montagne. Le froid s'est invité et la pluie tombe. La piste est difficile et ravinée. L'ascension nous met à l'épreuve. Le défi, nous devons grimper à plus de 4700 mètres, traverser le col pour commencer la descente par l'autre versant. La piste devient vite éprouvante. Elle enchaîne 28 lacets très serrés sur moins de 9 km. La pente dépasse souvent les 6 degrés. L'air manque et les moteurs peinent, mais nous tenons bon. Au sommet, malgré le mauvais temps, une accalmie se pointe. La vue plongeante est incroyable. Nous découvrons les lagunes turquoises de Yanganuco et les géants de glace de Huascarán et de Chibocalqui. C'est une récompense bien méritée dans un décor majestueux. Après avoir franchi le col, nous redescendons de l'autre côté. Et plus nous descendons, la chaleur revient, la piste s'assèche et le soleil se pointe.
prenons la direction du nord vers la ville de Chakas. C'est notre prochain point d'entrée pour la suite de l'aventure. On a vu des places pour rentrer nos motos à l'hôtel, mais ici, dans la cuisine. Ce matin, un autre col vertigineux nous attend. Très vite, la physionomie de notre ascension change radicalement. Avant d'atteindre le sommet, nous devons traverser une grande zone enneigée qui tranche brutalement avec le début de notre journée. Le froid se fait plus vif, nous avançons prudemment. Ça fait un maudit bout de temps que j'ai pas marché dans la neige. 14 200 pieds, je pense. Quelque chose du genre. Ça a l'air qu'il fasse pas soleil dans la lagune. Ça serait super beau. Déjà que c'est très joli. Peut-être pas crisser le camp, Magnifique. C'est capotant de tabarouette. Bon, là, je l'ai gelé. Il fait le temps qu'on parle. Nous poussons nos machines à travers ce décor blanc jusqu'à l'entrée du deuxième plus haut tunnel routier du monde, situé à 4736 mètres d'altitude. Une fois le tunnel franchi, nous entamons la descente. Le contraste avec la piste de la lagune est total. Nous basculons sur un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie andine à l'asphalte parfaite. Ici, nous enchaînons une série interminable de lacets suspendus au-dessus du vide. Ce soir, nous choisissons de rallier la côte pour gagner en chaleur et tenter de trouver un endroit où acheter et changer nos pneus. L'objectif est de repartir mieux équipé avant de s'attaquer à nouveau à la cordillère. Et puis, on a froid. On a envie d'un peu de chaleur. Aujourd'hui, nous nous rapprochons de la ville de Lima, où nous pensons être en mesure de trouver notre bonheur chez Big Trail Center. À suivre. Bon, Michel, notre slogan, c'est « On le fait ». Donc ici, qu'est-ce que tu en penses? Ah, mes bottes sont pas encore faites. Bon, ben, ça serait le bon moment. Oh, faut croire qu'on s'est assagi, mais non, dans le fond, ça passe pas. On s'en allait voir des ruines un peu plus loin, un site assez imposant, en tout cas d'après les photos. Mais ça dit que c'est ouvert de avril à novembre, mais on comprend pourquoi. C'est que d'avril à novembre, il n'y a pas d'eau dans la rivière ici. Alors, c'est pas pour nous, avril à novembre, nous, on est en janvier. Gracias. C'est une des places de moto de réparation que j'ai vu le mieux. Une shop de moto, réparation, normal, les KTM partout. Les motos sont un peu spécialisés off-road enduro, hein? C'est bien non cool. Restaurant, bar, bière artisanale, jeux. C'est vraiment cool comme place. C'est quoi des patates?
Ce matin, direction de la prochaine étape à cocher sur notre carte, l'oasis de Wakachina. Le temps d'aller jouer intensément dans les dunes, dans un décor presque irréel, où un lagon verdoyant, bordé de palmiers et de terrasses, se cache au milieu de dunes de sable absolument gigantesques. En cette fin d'après-midi, je choisis de rester tranquillement autour de l'hôtel installé en terrasse à siroter mon verre de vin pendant que Michel s'offre une virée survoltée en dune buggy. Bon, je suis au Pérou, à Ica. C'est un oasis. Je charge 14 pièces et demie canadiens pour faire des raids de buggy dans les dunes. Ils te font descendre, ça avec des planches dans les dunes. C'est quand même le fun. Pas trop cher, c'est le fun. Mais c'est touristique. Bon, ça suffit la côte, la chaleur et les touristes. Notre bonheur se trouve définitivement en montagne, loin de tout. Après cette courte halte à l'oasis, nous reprenons la route et retournons en hauteur. Fait qu'hier, on a couché dans le petit village de Puquio qui est juste là. Il est superbe le matin avec le soleil qui se lève. Bon, qui est lui depuis un bout, là, mais on s'en va toute la journée dans ce beau petit décor-là. Amen. Nous faisons le triste choix de ne plus passer par Cusco et le Machu Picchu. La météo étant très mauvaise et le temps glacial. C'est un choix difficile, mais nécessaire. Par contre, c'est sur l'immensité de l'altiplano, ce mythique haut plateau andin qui s'étire vers le sud du pays avec des sections à près de 4000 mètres d'altitude, que nous comptons désormais poursuivre notre aventure. Fort de nos motos, maintenant bien chaussés. Bon, mais d'ici à Puno, qui est le lac Titicaca, proche de la frontière de la Bolivie, il nous reste 900 km. Fait que, pour le moment, c'est du pur bonheur. Bon, on vient d'arrêter dans un petit village. On a peut-être un tank à gaz parce que selon le GPS, il nous dit qu'il y en a 500 km d'essence. C'est ce chemin-là. Par le chemin qu'on voit. Fait que, on s'en va tester ça. Ouais, ben c'est vraiment spécial parce que des clôtures de roches, il y en a partout. Il y en a. C'est grand. Puis tantôt qu'on roule et qu'on voit ça, c'était clôtures de roches. Puis voilà. C'est notre chemin pour les prochaines heures. Je sais pas combien d'heures qu'on va là-dedans. Hey buddy! Non mais j'étais à terre, j'étais en haut de la montagne là, parce qu'on voit les chemins, je me dis je dois te voir. Mais j'étais en haut de monter là. Ok, hey, c'est capoté là, t'es loin. C'est cool! Hey, c'est quand même fou, là. Le chemin qui est dans la montagne, l'autre bord, on le suit, il descend la rivière. Il
descend jusqu'au petit village. Il descend jusqu'au petit village. Puis nous autres, on va arriver par là, des montagnes. Ça doit être aussi beau, aussi fou ce bord ici, de l'affaire que de l'affaire l'autre bord. Et d'après moi, on va descendre tout là-dedans. On va remonter, puis on va revenir par ce chemin-là. C'est malade dans ta barouette! Wow! Merci le Péro! Ça va bas? Bernard est déjà en quelque part là-dedans, je sais pas où. Puis, regardez le village qui est en bas. C'est capotant! Yo, mon petit bébé! Je le vois pas, mais il doit être là-dedans quelque part. Là. Il est arrivé au village. Ah, il est là! Il est là! Il arrive au village. On est rendu dans un petit village que je sais même pas s'ils savent que la terre est ronde. Hey, buenas! C'est là, vous nous faire manger petit. Ah oui? Tu manges quoi? Cerdo? Pollo? Carne de res. Carne de res, perfecto. Bon, ben, on a arrêté de prendre un petit quelque chose au dépanneur, puis à la fin de compte, ben, au dépanneur, on va se ramasser avec un lunch. Mon ami Hugo, il est en train de manger du steak de je sais pas quoi, du steak de quelque chose. Puis on est dans le milieu des montagnes, que le COVID s'est même pas rendu ici. Je suis pas sûr, pas en tout. Mais c'est une belle place, puis les chemins, c'est fou, c'est rendu ça dans les montagnes. C'est malade. Ça, on peut dire que c'est un village à flanc de montagne. C'est grand à Tébernouche. On voit le chemin qui arrive de la montagne. On passe dans le village. Et regardez cette grandeur de façade de montagne-là. En vrai, c'est impressionnant. Là. On serait dû pour avoir un peu de misère. Là. Ça doit pas être un hôtel, ça doit être la maison de madame. Il n'y a même pas de police dans notre petit village, pourtant pour moi, il se passe jamais rien. Ils font capoter encore, je le dis encore une fois, là, mais avec leur maison puis leurs briques de terre, là, ils font capoter. Pas croire que ça dure longtemps de même debout. Bon, mais c'était notre chambre d'amis qu'on a eue cette nuit, ou la chambre des enfants. On n'est encore pas trop sûrs, là. En tout cas, ils nous ont dépannés, puisqu'on est dans les petites montagnes, puis on avait besoin de faire de dos aussi, parce que plus loin, c'était un peu compliqué. Des briques de terre, c'est fou. Fait que c'était ça, notre hôtel, notre chambre pour cette nuit-là. Depuis la nuit passée, là. C'était vraiment cool, on a bien dormi. Bon, ben, on est prêt de décoller. On quitte notre petit village qu'on est arrivé hier. Là, on aurait pour 6, 7, 8 heures là, de chemin de montagne dans des switchbacks. Ça va être une belle journée. Une belle journée. Tant qu'ils se mettent à pas mouiller, mais là, on est bien. Hey, Alex! Hola, amigo! C'est pas trop long qu'on fait le tour du village, en tout cas.
Le monde sont fins. Ils nous demandent si on veut manger. C'est vraiment cool. On est hébergé chez... On pense chez quelqu'un, là. Fait que c'était vraiment... J'aime ça. On aime ça, les beaux petits villages de même. Aujourd'hui, on monte à 5000 mètres. Ça va être notre record. 16 500 pieds. Devrait faire autour de 0. Mais après ça, on redescend à l'autre côté. Bon, notre journée est commencée. Ça a été vraiment une belle soirée, des belles rencontres. Pour donner une petite idée, on est accompagné des montagnes un peu parce que les distances entre chaque village, c'est long. On s'est fait héberger chez quelqu'un. Ça a coûté, ils nous ont chargé 25 soles chaque. 25 soles chaque, c'est 9 pièces et demie. C'est sûr que c'était pas le gros luxe, là. Ça ressemblait plus d'une chambre d'amis que d'autres choses, mais non, c'était correct. On a super bien dormi. On a pour plusieurs heures à rouler là-dedans. Puis soit qu'il arrive à rien, parce qu'il est vraiment rendu creux. OK. Ah, tabarnak de ciboulin. Il est arrivé de par là. On a couché à ce petit village-là. La matin, on est reparti, on a descendu. On a remonté, on a traversé. Puis on s'en va par là. Yeah. Puis c'est des montagnes de même pendant toute la journée. Switchback. Alléluia. Oh, Miguel! Le pont de la rivière. OK, passe la rivière, moi je passe sur le pont. Tout le monde nous disait de passer sur le pont. Je sais pas si c'est assez solide. Ouah, tabarnak, mes valises encore accrochées. Mes valises sont encore là, hein? Ouais. Ah, il est jamais son feu. On peut dire que ça, c'est de la vue. Mais pas assez grand. Ah, comme ça, je suis correct. Ça n'a pas de bon sens. Magnifique. Magnifique. C'est assez incroyable comme route. C'est fou, Anastique.
portes ferment moins bien avec des maisons en terre, mais... Oh, il y a un beau central. Wow, vraiment impressionné de ce petit village-là. Wow! Hey, c'est un méchant beau village. Je viens d'organiser les rues, l'irrigation pis tout, là. Vraiment une belle place. C'est un des plus beaux petits villages que j'ai vu, là. Tabarouette. Un des plus beaux petits villages que j'ai vu. Clean, c'est propre, c'est... Grosse cochonne. Des ânes. On va là-dedans en haut. On devrait arriver proche de 5000 mètres bientôt. 5000 mètres, c'est 16 300 pieds, 200 pieds à peu près. Depuis toute la journée qu'on roule dans des montagnes, puis dans des switchbacks, puis dans des places de fou de même. On sait plus où regarder. Par approche, là, mais en vrai, là, c'est crête, tabarnouche. Chose qui vient ici, hein? Oh, oh. Présentement, on est en train de faire la même chose que le chemin l'autre bord. Ben, on a fait ça quasiment toute la journée, des switchbacks de même. Monte, descend, big. Depuis un matin qu'on fait ça.
Nous nous rapprochons tranquillement de la Bolivie. Aujourd'hui, notre objectif est de nous rendre dans la grande ville d'Arequipa. D'ici quelques jours, le Pérou sera derrière nous. Nous regardons nos options quant aux quelques passages frontaliers disponibles pour entrer dans ce nouveau pays et pour poursuivre l'aventure. Nous choisissons de ne pas traverser en Bolivie par les grands axes habituels. Notre but est de dénicher une piste oubliée à travers la montagne pour franchir la frontière. GPS et carte sous les yeux, nous traquons les chemins de terre qui s'enfoncent vers l'est entre l'altitude et l'incertitude de la piste. Nous nous élançons vers l'inconnu sans savoir si ce passage existe vraiment. À suivre. En principe, si tout se déroule bien, nous pourrions arriver à la frontière bolivienne aujourd'hui. C'est magique. Assez malade comme paysage. On s'en va sûrement par la petite route en bas. Fait qu'on est descendu de ces montagnes-là de l'autre côté. On a roulé là-dedans depuis un bon bout. On a descendu. On a passé ce petit pont qui est là. Puis on est rendu ici. On est arrivé par le petit chemin qui est en bon asphalte. C'est malade dans le temps. On est arrivé par là-dedans. Là. Écoute, ça s'explique pas. Faut le voir en vrai pour... C'est capoté, ben raide. Là, on est dans un peu la misère à commencer, là. Il
fait de faire à peu près quoi? 2 degrés? 3 degrés? Il reste 5 km de ça à faire. Mais on va essayer de s'informer quelque part pour dormir chez quelqu'un là parce que c'est pas chaud. C'est pas très chaud, hein, on est comme... les bouts des doigts. On est comme gelé un peu là, puis le soleil ben, est en train de... Il a crissé son camp, oui, là. Le soleil est parti. Il vente. Fait pas chaud. On était sur l'asphalte, on s'est risqué, mais là... c'est un autre paire de manches, là. 100 kg. Ah, il y a un char qui s'en vient. OK, man. Puis je vois quelqu'un. Et on s'en va s'informer. Pour faire une histoire courte, ça doit faire à peu près 3-4 degrés. On arrête de se dégeler un peu. On est à 1h30 à peu près. 5 km de la ligne de border pour Bolivie, Chili. Fait que on l'a pas facile. On l'a pas facile. Celle-là, on a pas une petite sable du mou tantôt. Donc, je pense qu'on doit arrêter là. Le problème qu'on a, plus qu'on arrête, hein, c'est que la noirceur va pogner aussi. Là. 1h30 là-dedans, là, dans la noirceur. Là, c'est coupé, c'est le terrain est dur. Mais on a rencontré quelqu'un qui nous a dit que une demi-heure, petit village, une couple de maisons. Donc, on va s'informer s'il y a quelqu'un qui peut nous héberger. Là. Fait que ça, c'est notre dortoir. Il nous reste un muffin à manger. Correct. Ouais, parfait. Parfait. On a de l'eau. On a un peu de chaleur. Parce qu'il est dehors, je vais checker tantôt comment il fait, mais c'est pas moi, il va pas bien plus que 3-4 degrés. On est à peu près 15 000 pieds d'altitude. Puis on est emprisonné dans un dortoir qu'on va essayer de trouver tantôt qu'est-ce qui se passe ici. Bon, ben c'est ici qu'on est arrivé hier soir à 8h30. Là, on voit mieux, mais à la noirceur, là, c'est un petit peu bizarre comme place. Là. C'est un petit village abandonné. On va aller faire le tour tantôt en moto. Là. Il y a 2 à 3 personnes qui vivent ici. Puis on est là, on s'informait parce que on a eu comme froid. Il faisait 0 degré, il ressenti -3 quand on est arrivé hier. Puis on était gelés, on était carrément gelés. On est parti à 8h30 d'Arequipa. Puis on est arrivé ici à 8h30 hier soir. On avait une bonne journée de fête. On trouvait pas de place où coucher. On a s'est informé chez des habitants, puis on comprenait pas qu'est-ce qu'ils disaient. On est arrivé dans ce petit village-là. On s'est fait un petit peu pogné par les chemins. On n'était pas trop sûr si c'était en asphalte ou en terre. Mais à faire une histoire courte pour le dodo d'hier, ben c'est ça. On a cogné une porte, ils ont dit il y a une lumière. Ils disaient va voir là, ça s'appelle Tambo Calapuma. Et ça appartient au gouvernement du Pérou. Il y a 3-4 chambres là, avec des bonnes bêtes dessus. Là. Il y en avait une qui était tempérée, fait un petit peu chauffée, fait qu'on était bien contents d'avoir une petite place à dormir. Les lits étaient propres, il y avait beaucoup de couvertes. Le monsieur était super content, il nous a rien chargé. Puis ça nous a permis de se dégeler. Moi, j'étais arrivé les pieds gelés hier, puis on ne pouvait pas se mettre plus de linge. Là. Fait que merci, un gros merci au gouvernement du Pérou de nous avoir permis de passer une nuit dehors des montagnes au froid. Venez coucher ici. Encore une belle expérience. Fait que c'était notre refuge. Ça semble plus une prison, là, mais on pense pas que c'est ça, malgré que le terrain est tout clôturé puis barré. Oui, mi amigo. Ils ont 3-4 des dormitoriales. Ah, Mujeres, Tempera, Varones, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Fait que c'était nos lits. Fait que c'est la seule chambre qui était tempérée. Les autres, là, je peux vous confirmer que c'était froid.
mais ça nous a sauvés de beaucoup. Ouais, c'était une longue journée hier. Bon, hier soir, on est arrivé par ici, en noirceur. On cherchait du monde pour essayer de nous trouver une place qu'on pourrait rester. Toutes les maisons sont toutes barrées à attelées. Ils ont toutes des cadenas partout. On essaie de checker ça. Puis on a vu un petit peu de lueur dans cette bâtisse-là. C'est un ancien collège, où il est encore collège, mais il n'y a pas personne. Il y a 2 à 3 personnes qui vivent ici. Fait que il y a quelqu'un qui est sorti, qui est venu nous dire que plus loin, il y avait un gardien qui avait des chambres communes là, pour le monde qui veut venir visiter ici. Mais en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent bien visiter. Fait que c'était un peu surprenant. Hier soir, là, surtout qu'on était un peu gelés. Fait que ça a été toute une expérience. Mais on était à se coucher, il faisait chaud, on était bien. C'était super intéressant. Encore des belles rencontres. Puis tout. C'était bien. Tu m'as dit que c'était par là? Oui? Droit devant la Bolivie. Nous y serons d'ici quelques heures. Malheureusement, il nous sera impossible de dénicher cette piste locale qui nous aurait permis de rejoindre un poste de douane reculé pour faire étamper nos passeports et enregistrer nos motos. Ce contretemps nous obligera à bifurquer vers le Chili afin de pouvoir remonter ensuite en Bolivie par le minuscule village d'Olague. L'aventure prend un détour imprévu. Le Pérou restera une rencontre gravée à jamais. Derrière la rudesse des Andes et des cordillères, de l'altiplano et de l'immensité des canyons, se cache un peuple d'une générosité absolue. Sur nos motos, nous avons découvert un pays d'une intensité rare, mais ce sont ses habitants qui ont rendu cette aventure complètement incroyable. Des sourires échangés au bord des pistes, aux mains tendues au milieu de nulle part, chaque étape nous a prouvé que la vraie richesse de ce voyage réside dans l'accueil et l'authenticité des Péruviens. Une immersion brute, humaine et inoubliable.